Imaginez si je vous disais que l'avertissement le plus urgent de Jésus ne concernait pas les démons extérieurs, mais deux brèches invisibles à l'intérieur de votre propre maison que vous laissez complètement sans protection chaque nuit. Des textes anciens tels que les écrits gnostiques, l'hypostase des archontes, l'évangile de Thomas et le livre secret de Jean fournissent des avertissements précis sur les points d'accès psychophysiques que la plupart des gens ne pensent jamais à protéger. Ce ne sont pas des concepts mystiques ou des portes littérales, mais de réelles vulnérabilités dans votre espace de vie qui affectent directement votre clarté mentale, votre équilibre émotionnel et votre conscience spirituelle pendant votre sommeil. Ces documents anciens expliquent comment votre attention et votre conscience peuvent être captées d'une manière que vous n'envisageriez peut-être même pas de protéger. En comprenant ce que sont ces deux points d'entrée, vous reconnaîtrez comment ils ont influencé la qualité de votre sommeil, les pensées envahissantes et ce brouillard mental persistant qui vous accompagne au réveil. La manipulation se produit précisément au moment où votre conscience est la plus exposée, dans son état le plus fragile. Mais il y a une révélation surprenante, les mêmes textes qui exposent ces lacunes proposent également des méthodes précises pour les combler. Ce soir, vous apprendrez à bloquer les deux accès et à reprendre le contrôle de votre esprit. Pendant longtemps, on nous a appris à imaginer la guerre spirituelle comme quelque chose de spectaculaire, des démons défonçant les portes, des esprits maléfiques se matérialisant dans la pièce ou des forces obscures lançant des attaques évidentes. Cependant, les anciens écrits gnostiques révèlent une réalité bien plus subtile et inquiétante. Les entités qu'ils appelaient archontes n'avaient pas besoin d'envahir par la force. Ils ne peuvent entrer que là où il existe déjà une ouverture, une invitation inconsciente. Ce que la plupart des gens ignorent à propos de ces avertissements anciens, c'est que les archontes ne sont pas des démons dotés de cornes et de tridents, comme dans les représentations populaires. Selon l'évangile de Thomas et le livre secret de Jean, ils opèrent comme des forces d'influence qui agissent à travers quelque chose de beaucoup plus discret, la fragmentation de la conscience elle-même. Ce sont des intelligences parasites qui se nourrissent d'attentions dispersées, de pensées déconnectées et de réactions émotionnelles automatiques. Pensez au fonctionnement d'un virus informatique. Il ne peut pas pénétrer dans un système protégé par la force. Il faut que quelqu'un clique sur un lien suspect, télécharge un fichier infecté ou ignore les avertissements de sécurité. Le virus dépend de votre participation, même si elle est involontaire. Les archontes suivent le même principe, mais au lieu d'exploiter les failles d'un système numérique, ils exploitent les vulnérabilités de votre attention. Le livre secret de Jean décrit ces entités comme des « faux esprits », qui ne peuvent s'établir que lorsque la conscience humaine se tourne vers l'extérieur et se divise intérieurement. Lorsque votre énergie mentale est répartie sur de multiples stimuli, lorsque vous réagissez plutôt que de répondre, lorsque vous consommez plutôt que de créer, vous devenez ce que les textes appellent « psychologiquement perméable ». J'ai consacré des années à étudier ces manuscrits anciens, et ce qui m'a le plus impressionné n'était pas les descriptions des entités elles-mêmes, mais leur profonde compréhension de la psychologie humaine. 2000 ans avant les neurosciences modernes, ces textes identifiaient déjà comment la fragmentation de l'attention rend l'esprit vulnérable aux influences extérieures. Ils savaient qu'une conscience tirée dans plusieurs directions à la fois perd sa cohérence protectrice naturelle. Réfléchissez à votre propre expérience. Quand avez-vous tendance à prendre des décisions impulsives que vous regretterez plus tard? Quand êtes-vous le plus vulnérable à la manipulation, que ce soit par la publicité, la pression sociale ou des schémas autodestructeurs? Chaque fois que votre attention est divisée, lorsque votre esprit est dispersé, lorsque vous agissez en pilote automatique plutôt qu'avec une intention consciente. Les gnostiques appellent ces moments des points chauds psychophysiques, des moments où la frontière entre votre moi authentique et les influences extérieures devient perméable. La psychologie moderne a confirmé cette sagesse ancienne. Des études montrent qu'une attention divisée crée ce que les chercheurs appellent une vulnérabilité cognitive, un état dans lequel la pensée critique diminue et la suggestibilité augmente considérablement. Mais voici l'aspect le plus inquiétant, notre mode de vie actuel reproduit exactement les conditions contre lesquelles ces textes anciens mettaient en garde. Nous vivons dans un état de fragmentation permanente de l'attention. La personne moyenne vérifie son téléphone portable 96 fois par jour, change d'application toutes les 19 secondes lorsqu'elle utilise ses appareils et reste partiellement concentrée sur plusieurs flux d'informations en même temps. Nous normalisons précisément l'état psychologique que la sagesse ancienne considérait comme spirituellement dangereux. L'évangile de Thomas contient un passage particulièrement révélateur sur cette dynamique. Il décrit comment ces faux esprits entrent par les yeux et les oreilles lorsque l'esprit demeure dans la multiplicité au lieu de l'unité. Le texte n'utilise pas de métaphore, mais décrit la réalité neurologique de la façon dont l'attention divisée ouvre la voie à une programmation externe.
Lorsque vous parcourez votre flux de médias sociaux tout en regardant la télévision et en pensant encore à des problèmes au travail, votre conscience n'est pas suffisamment unifiée pour discerner les influences que vous absorbez. Vous devenez ce que le texte ancien appelle « une maison divisée contre elle-même », et cette division est exactement ce qui permet aux influences indésirables de s'installer dans votre espace mental. C'est pourquoi les archontes n'ont pas besoin de forcer l'entrée. Vous êtes vous-même, sans vous en rendre compte, en train de dérouler le tapis de bienvenue. Chaque fois que vous fragmentez votre attention entre plusieurs stimuli, chaque fois que vous consommez des informations de manière réactive plutôt que sélective, chaque fois que vous permettez à votre état mental d'être déterminé par des stimuli externes plutôt que par une intention interne. Le plus insidieux, c'est à quel point cela est devenu normal. Nous avons été conditionnés à croire que le multitâche est efficace, qu'une connectivité constante est nécessaire et qu'une stimulation constante est un divertissement. Mais les textes anciens comprenaient déjà ce que confirment aujourd'hui les neurosciences modernes, cet état de conscience fragmenté vous rend extrêmement vulnérable à des formes subtiles d'influence et de contrôle. Remarquez ce que vous ressentez après avoir passé une heure à rebondir entre les actualités, les publications sur les réseaux sociaux, les messages et le contenu en streaming. Il y a un épuisement mental particulier, une réactivité émotionnelle et une déconnexion spirituelle qui accompagnent ces séances. Les textes gnostiques décrivaient cet état précis comme la condition primordiale dont les archontes avaient besoin pour s'établir. Ils ne peuvent pas envahir une conscience unifiée et cohérente. Ils ont besoin des fissures créées par la fragmentation. Cela nous amène à l'avertissement spécifique de Jésus concernant les deux portes de sa maison. Il ne parle pas métaphoriquement de l'espace physique, mais identifie les deux principaux points d'accès par lesquels la conscience est fragmentée dans l'environnement domestique. Ce sont deux endroits où la vie moderne a déguisé d'anciens dangers spirituels en activités normales, voire bénéfiques. Ces portes continuent de fonctionner dans votre maison ce soir, créant les conditions permettant à votre esprit de rester vulnérable. Vulnérable. Observez comment l'esprit réagit non seulement au miroir lui-même, mais aussi à l'habitude de vous y observer à des moments clés de la journée. Ce modèle de fragmentation ne se limite pas à la chambre ou à la salle de bain. Elle s'étend à toute surface réfléchissante que vous rencontrez sans vous en rendre compte, vitrine de magasin, écran de téléphone portable en mode selfie, voire flaque d'eau sur le chemin. Chaque fois que vous vous voyez refléter involontairement, votre attention se divise. Le problème n'est pas l'acte de regarder, mais la répétition inconsciente de ce geste, qui entraîne l'esprit à vivre en constante auto-évaluation. Imaginez un musicien qui, au lieu de jouer, passe tout son temps à analyser sa propre performance. La musique perdrait sa fluidité, et il en va de même pour la conscience lorsqu'elle devient l'otage de son propre reflet. Les textes anciens ne condamnaient pas le miroir en tant qu'objet, mais mettaient en garde contre le danger de son utilisation imprudente. Ils ont décrit que lorsque nous nous habituons à nous voir de l'extérieur, nous perdons la capacité d'habiter pleinement qui nous sommes à l'intérieur. C'est comme si, au lieu de vivre l'expérience, nous commencions à la regarder en tant que spectateurs. Cette division interne affaiblit ce que les mystiques appellent le champ de présence unifié, l'état dans lequel l'esprit est entier, ininterrompu, ouvert au moment présent. Lorsque ce champ se brise, la perception devient poreuse, et c'est là que les influences extérieures trouvent des failles. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous entrez dans une pièce pleine de miroirs, comme un ascenseur ou un magasin de vêtements. Même si vous ne les regardez pas directement, la simple présence de multiples reflets crée une impression de dispersion. Votre attention est fragmentée entre ce qui est devant vous et ce qui se reflète autour de vous. Imaginez maintenant cet effet multiplié au fil des années, sur chaque surface réfléchissante qui croise votre chemin. L'esprit s'habitue à fonctionner en mode vigilance constante, comme s'il se préparait toujours à être jugé. La science moderne confirme cette observation. Des études sur l'attention divisée montrent que lorsque le cerveau doit traiter plusieurs stimuli visuels simultanément, la capacité de concentration et la clarté mentale diminuent. Cela explique pourquoi les environnements comportant de nombreux miroirs peuvent générer une sensation de fatigue mentale, même sans raison apparente. Le cerveau ne traite pas seulement ce qu'il voit, mais gère également l'illusion de multiplicité créée par les réflexions. Cette surcharge subtile, répétée quotidiennement, épuise la capacité à maintenir une conscience unifiée. Mais il y a un détail encore plus profond. Le miroir ne reflète pas seulement votre image physique, il reflète également vos projections mentales. Lorsque vous vous regardez avec colère, le reflet semble plus hostile. Quand on regarde avec peur, l'image semble plus fragile. Le miroir ne montre pas la réalité, mais une version déformée, filtrée à travers vos émotions. Et en interagissant avec cette distorsion, vous renforcez le schéma émotionnel qu'il a créé.
C'est un cercle vicieux, plus on s'engage dans la réflexion, plus on nourrit l'émotion qu'il a générée. Les textes de Nosdik décrivaient ce phénomène comme « la création d'un double illusoire ». Ils ont expliqué qu'en s'identifiant à l'image réfléchie, nous créons une fausse version de nous-mêmes, qui commence à entrer en compétition avec notre vraie nature. Cette compétition interne génère de l'anxiété, car l'esprit ne sait jamais avec certitude quelle version est réelle. Avez-vous déjà remarqué qu'après un certain temps passé à vous regarder dans le miroir, vous commencez à vous sentir déconnecté de votre propre corps? Comme si l'image devant vous n'était pas exactement vous, mais une version éditée, un personnage que vous incarnez? Ce déplacement est dangereux car il affaiblit la connexion avec ce que les anciens appelaient le « centre stable de la conscience », le point d'ancrage interne qui permet de naviguer dans les émotions sans s'y perdre. Lorsque ce centre est ébranlé, l'esprit devient sensible aux influences extérieures, qu'il s'agisse d'idées, d'énergie ou même de comportements collectifs. Vous arrêtez de répondre à ce qui est authentique et commencez à réagir à ce qui est projeté, que ce soit par la réflexion, les attentes des autres ou les récits que vous absorbez. La solution n'est pas d'éliminer les miroirs, mais de les utiliser avec intention. Lorsque vous vous regardez consciemment dans le miroir, en reconnaissant que vous interagissez avec une représentation et non avec votre essence, l'effet est complètement différent. Au lieu de vous perdre dans l'image, vous l'observez comme un phénomène passager, sans vous y identifier. Cette pratique simple, répétée au fil du temps, entraîne l'esprit à ne pas se laisser fragmenter par la réflexion. Essayez, par exemple, de vous regarder dans le miroir pendant quelques secondes, puis de fermer les yeux. Ressentez la différence entre la perception visuelle et le sentiment interne de présence. Lorsque vous supprimez le stimulus externe, l'esprit se retire naturellement vers l'intérieur, comme s'il revenait à un état d'unité. Cet exercice révèle quelque chose de fondamental, la conscience n'a pas besoin de réflexion pour exister. Elle est déjà complète avant même de se voir. Les maîtres anciens recommandaient des périodes de jeûne de réflexion, des périodes pendant lesquelles on évitait délibérément les miroirs et autres surfaces réfléchissantes. Non pas par superstition, mais pour permettre à l'esprit de se réadapter à sa condition naturelle d'unité. Ils ont compris que, tout comme le corps a besoin de repos, la conscience a besoin d'intervalles indivis pour se renforcer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de reflets, écrans, verres, métaux polis, voire yeux des autres, qui fonctionnent souvent comme des miroirs sociaux. Chacun de ces éléments peut devenir une porte d'entrée vers la fragmentation s'il n'est pas abordé consciemment. Le défi n'est pas d'éviter le monde moderne, mais d'apprendre à s'y retrouver sans perdre l'intégrité de son esprit. La clé est dans l'attention. Lorsque vous réalisez que vous vous regardez dans le miroir par habitude plutôt que par nécessité, vous avez déjà fait le premier pas vers la reprise du contrôle. Lorsque vous reconnaissez que l'image réfléchie n'est qu'une représentation et non la réalité, vous commencez à dissoudre l'illusion de division. Et lorsque vous choisissez consciemment quand et comment utiliser vos réflexes, vous transformez un point de fragmentation potentiel en un outil de découverte de soi. Mais il existe un deuxième portail de vulnérabilité, encore plus subtil et omniprésent, qui opère dans presque tous les foyers. Un point d'accès que la plupart des gens ne considèrent même pas comme dangereux, car il est tellement intégré dans la vie quotidienne qu'il semble inoffensif. Ce portail ne fragmente pas la conscience par l'image, mais par le son et son influence est si profonde qu'il peut reconfigurer la perception sans même que vous vous en rendiez compte. Et ce choix nécessite une réorientation délibérée de l'attention. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez ce cycle de projection? Tout d'abord, il y a un sentiment de vide presque imperceptible, non pas le vide de l'absence, mais le vide des possibilités. Sans l'image réfléchie pour ancrer ses émotions, l'esprit cherche instinctivement un autre point de référence. Et c'est à ce moment-là que commence à émerger une véritable écoute intérieure. Vous vous rendez compte que depuis des années vous confondez les échos de vos propres projections avec les vraies réponses. Ce « regard d'approbation » qu'il recherchait dans le miroir n'était pas un signe extérieur, mais un miroir déformé de son propre besoin de validation. Lorsque cette couche d'illusion se dissout, ce qui reste n'est pas de l'incertitude, mais une clarté plus nette que n'importe quelle réflexion pourrait offrir. Il y a cependant un détail crucial, l'esprit n'abandonne pas facilement ses habitudes de projection. Elle essaiera de remplir l'espace laissé par le miroir avec d'autres substituts, son téléphone portable, les réseaux sociaux, les opinions des autres. Chacun de ces éléments fonctionne selon la même logique, proposer un autre, vers lequel diriger vos questions restées sans réponse. La différence est que même si le miroir reflète au moins quelque chose qui vous appartient, ces nouveaux portails ne reflètent que ce qui a été programmé pour capter votre attention. L'algorithme ne se soucie pas de votre authenticité, il se nourrit de sa fragmentation.
La pratique consistant à réduire l'exposition au miroir en particulier dans les moments de transition, comme au réveil ou avant de se coucher n'est pas un déni de la réalité, mais un entraînement à reconnaître où réside réellement la réalité. Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin et que, au lieu de chercher des signes de ce que vous devriez ressentir, vous observez simplement votre image comme un fait neutre, quelque chose change. Vous remarquez que l'expression de son visage n'est pas un verdict sur son état interne, mais juste un enregistrement momentané, aussi éphémère qu'un nuage dans le ciel. Et en n'y réagissant pas, vous brisez la boucle de rétroaction qui maintenait votre conscience coincée dans une boucle d'auto-jugement. Le même principe s'applique aux interactions sociales. Combien de fois avez-vous répété mentalement une conversation, ajustant vos mots et vos expressions comme si vous étiez devant un jury invisible? Cette répétition n'est pas une préparation, c'est une simulation qui vole la spontanéité du moment réel. Lorsque vous rencontrez enfin la personne, votre esprit est déjà tellement saturé de la version projetée que vous pouvez à peine entendre ce qui se dit. Vous ne réagissez pas à l'autre, mais au fantôme que vous avez créé dans le miroir. La véritable communication ne se produit que lorsque vous abandonnez le script et permettez à l'interaction de se dérouler sans l'interférence de vos projections antérieures. Voici le paradoxe, plus vous recherchez la sécurité à l'extérieur que ce soit dans le miroir, dans les opinions des autres ou dans les validations numériques, plus vous devenez incertain. Car chaque validation externe est un prêt de confiance qu'il faut sans cesse renouveler. En revanche, une véritable confiance est un atout interne. Cela ne dépend pas de réflexion, de like ou d'approbation. Cela surgit lorsque vous reconnaissez que la seule voix qui compte vraiment est celle qui résonne en vous, et non celle que vous projetez vers l'extérieur. Cela ne signifie pas ignorer le monde extérieur ou vivre dans l'isolement. Cela signifie établir une relation plus consciente avec lui. Le miroir, par exemple, peut redevenir un simple objet fonctionnel utile pour vérifier s'il y a des épinards entre les dents, mais inutile pour répondre à la question « Comment je me sens ?» Les réseaux sociaux peuvent être des outils de connexion, à condition de ne pas les transformer en miroir numérique où l'on cherche à refléter une version éditée de soi-même. Et les opinions des autres peuvent être entendues, à condition qu'elles ne soient pas confondues avec des vérités absolues sur qui vous êtes. La clé est dans la pratique de la présence. Lorsque vous cherchez une validation dans votre réflexion, demandez-vous « Qu'est-ce que je recherche vraiment ici ?» La réponse indiquera presque toujours un besoin interne, sécurité, acceptation, clarté. Et puis, au lieu de projeter ce besoin vers l'extérieur, vous pouvez le diriger vers l'intérieur, là où se trouvent les vraies réponses. Ce ne sont pas des réponses toutes faites, mais une invitation à explorer le territoire inconnu de votre propre conscience. Ce processus de redirection n'est pas linéaire. Il y aura des jours où l'esprit se perdra à nouveau dans des miroirs, littéraux ou métaphoriques. Mais chaque fois que vous reconnaissez ce schéma et choisissez de vous replier sur vous-même, vous renforcez une nouvelle voie neuronale, une voie qui ne repose pas sur des réflexes pour vous guider. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que la fragmentation n'était pas un défaut, mais le signe que votre attention était détournée vers l'extérieur. Et que l'unité que je recherchais était toujours là, attendant d'être reconnue dans le silence entre les projections. Remodèle la façon dont vous percevez la réalité. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez, mais aussi de la manière dont votre cerveau organise l'expérience. Chaque image préfabriquée qui vous parvient est déjà chargée de significations, d'émotions et d'intentions qui n'ont pas été créées par vous. Votre système nerveux, entraîné depuis des millions d'années à réagir à votre environnement immédiat, ne peut pas faire la distinction entre une menace projetée et une menace réelle. La différence est subtile mais profonde. Lorsque vous lisez un livre, votre esprit construit des scènes à partir de mots, activant activement l'imagination et la mémoire. Déjà devant un écran, les images arrivent toutes faites, comme des paquets d'informations que votre cerveau traite sans poser de questions. Il n'y a pas de place pour l'interprétation personnelle, seulement pour l'assimilation passive. Les anciens textes gnostiques décrivaient ce phénomène comme une sorte de somnambulisme conscient. Vous êtes éveillé, mais votre attention est guidée par des forces extérieures, comme si quelqu'un tenait les rênes de votre perception. Chaque montage de scène, chaque gros plan, chaque bande sonore est calculée pour garder votre concentration collée au flux de stimuli, vous empêchant de vous déconnecter et d'observer ce qui se passe en vous. C'est pourquoi, après des heures devant un écran, vous pouvez vous sentir épuisé sans comprendre pourquoi. Votre cerveau ne se repose pas, vous êtes bombardé d'informations qui nécessitent un traitement constant, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de reconnaître son pouvoir de façonner la conscience. Lorsque vous permettez aux écrans de dominer des espaces sacrés comme la chambre à coucher, où le corps et l'esprit sont censés se renouveler, où vous abandonnez le contrôle de votre propre état interne.
Le sommeil, par exemple, n'est pas seulement une période de repos physique. C'est à ce moment-là que votre esprit organise les souvenirs, traite les émotions et se reconnecte aux couches plus profondes de votre être. Si ce moment est envahi par des notifications, des séries ou des flux sans fin, vous externalisez, en pratique, votre programmation subconsciente. Les histoires que vous consommez avant de vous coucher deviennent la toile de fond de vos rêves, de vos décisions et même de vos désirs. Les algorithmes des réseaux sociaux et des plateformes de streaming ne sont pas neutres. Ils sont conçus pour exploiter les vulnérabilités psychologiques, comme le besoin de validation ou la peur de perdre quelque chose d'important. Chaque like, chaque défilement infini, chaque épisode que vous ne pouvez pas manquer, est un appât pour garder votre attention bloquée à l'extérieur. Et le plus dangereux, vous ne réalisez même pas que vous êtes manipulé, car la manipulation est si subtile qu'elle semble être votre choix. Les textes gnostiques appellent cela l'illusion d'autonomie, le sentiment que vous contrôlez, alors qu'en fait vos préférences et vos comportements sont façonnés par des normes externes. La solution ne nécessite pas d'abandonner la technologie, mais plutôt de fixer des limites conscientes. Commencez par observer comment votre corps et votre esprit réagissent lorsqu'ils sont libres de stimuli visuels constants. Essayez de laisser votre téléphone portable hors de votre chambre pendant une nuit. Remarquez à quel point votre sommeil devient plus profond et comment vos pensées circulent plus clairement le matin. Il ne s'agit pas de se priver, mais de retrouver le droit de choisir quand et comment se connecter. Lorsque vous supprimez les écrans des espaces de détente, vous créez un environnement dans lequel votre conscience peut se reconnecter à son propre rythme, sans l'interférence des récits des autres. Ce que les sages de l'Antiquité comprenaient et ce que la science moderne commence seulement à confirmer, c'est que la véritable liberté ne réside pas dans un accès illimité à l'information, mais dans la maîtrise de la capacité de diriger sa propre attention. Chaque fois que vous choisissez d'éteindre un écran, vous sollicitez un muscle interne, celui de la présence. Et c'est dans cet espace de silence, apparemment vide, que surgit la véritable clarté. Non pas comme quelque chose que vous recherchez à l'extérieur, mais comme quelque chose qui est déjà en vous, attendant d'être reconnu. Chaque scintillement d'écran, chaque séquence soigneusement conçue agit sur la structure de votre conscience d'une manière que la plupart des gens ne réalisent jamais. Que se passe-t-il réellement lorsque vous interagissez avec du contenu numérique? Votre cerveau entre dans ce que les neuroscientifiques appellent un état réceptif. Le même schéma d'onde cérébrale que vous ressentez quelques instants avant de vous endormir, votre esprit critique s'affaiblit, vos défenses émotionnelles diminuent et le subconscient devient extraordinairement perméable. Les textes anciens prévenaient que c'est précisément à ce moment que la conscience devient vulnérable à ce qu'ils appellent l'influence chronique. La technologie moderne des écrans a perfectionné cette compréhension ancienne et en a fait une science. Pensez à la dernière fois où vous avez passé une heure devant un écran avant de vous coucher. Avez-vous consciemment choisi ce que vous vouliez absorber ou avez-vous simplement consommé passivement ce qui vous était proposé? Cette distinction est plus importante qu'il n'y paraît. Lorsque vous êtes fatigué, détendu ou émotionnellement vulnérable, les écrans ne se contentent pas de fournir des informations, ils déploient ce que la recherche appelle des fréquences émotionnelles. Des schémas psychologiques spécifiques qui continuent à fonctionner dans votre subconscient longtemps après que vous ayez éteint l'appareil. Voyons comment différents types de contenus créent des vulnérabilités spécifiques dans votre conscience. Les programmes d'information, par exemple, sont conçus pour déclencher ce que les psychologues appellent l'hypervigilance, un état dans lequel votre système nerveux en vient à croire qu'il est constamment menacé. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre le danger réel et le danger médiatisé. Par conséquent, regarder les informations inonde votre corps d'hormones de stress, comme si vous viviez personnellement chaque crise signalée. Cela génère ce que les textes anciens décrivent comme une réactivité basée sur la peur, votre conscience se tourne vers l'extérieur, constamment à la recherche de menaces, au lieu de se tourner vers l'intérieur pour rechercher la sagesse. Les réseaux sociaux fonctionnent selon un mécanisme différent, mais tout aussi puissant. Le défilement infini des vies éditées crée ce que les chercheurs appellent des boucles de comparaison. Votre cerveau mesure automatiquement votre réalité par rapport à ces images idéalisées, générant des sentiments d'inadéquation qui n'existaient pas avant que vous ouvriez l'application. Mais le problème va plus loin. Les plateformes de médias sociaux utilisent des programmes de renforcement à ratio variable, le même principe psychologique qui rend le jeu addictif. Chaque parchemin peut offrir une récompense en dopamine via des likes, des commentaires ou une validation, gardant votre conscience piégée dans ce que les textes anciens appelaient la dépendance externe. Les programmes de divertissement constituent peut-être la forme la plus sophistiquée de manipulation de la conscience. Les films et les séries ne se contentent pas de raconter des histoires, ils programment des réponses émotionnelles et des modèles de comportement à travers ce qu'on appelle le transport narratif.
Lorsque vous êtes immergé dans le contenu, votre cerveau ressent les émotions et les actions des personnages comme s'il s'agissait des vôtres. C'est pourquoi vous pouvez regarder un film violent et vous sentir agité pendant des heures après, ou regarder une série sur des relations dysfonctionnelles et devenir plus cynique à l'égard de l'amour. L'industrie du divertissement comprend quelque chose de profond à propos de la psychologie humaine, nous apprenons les modèles de comportement à travers des histoires bien plus efficacement que par l'enseignement direct. Chaque personnage auquel vous vous identifiez, chaque dénouement de l'intrigue dont vous êtes témoin, chaque voyage émotionnel que vous vivez à travers un écran devient une partie de votre programmation subconsciente. Des textes anciens mettaient en garde précisément contre cela, comment la programmation basée sur l'image pouvait implanter d'étranges schémas dans la conscience sans même qu'une personne ne s'en rende compte. L'aspect le plus insidieux de l'influence de l'écran est ce que les chercheurs appellent la capture de l'attention. Ils sont conçus avec des couleurs, des taux de rafraîchissement et des schémas de mouvement spécifiques qui détournent les mécanismes de concentration de votre cerveau. La lumière bleue supprime la production de mélatonine, vous gardant artificiellement alerte lorsque votre corps devrait se préparer au repos. Les micro-variations constantes de la lumière et du mouvement créent ce qu'on appelle une attention partielle continue, votre esprit ne se concentre jamais complètement sur quoi que ce soit, générant un état de conscience dispersé que les textes anciens décrivaient comme idéal pour la manipulation externe. Lorsque vous gardez des écrans dans la chambre, vous créez ce que les textes anciens appelaient une réactivité constante. Même éteint, la présence de l'écran maintient votre conscience dans un état tourné vers l'extérieur. Votre subconscient sait que la stimulation est disponible à tout moment, empêchant le mouvement naturel d'introspection qui devrait se produire pendant la nuit. C'est pourquoi les personnes ayant des écrans dans leur chambre signalent plus de pensées précipitées, des difficultés à s'endormir et un sommeil moins réparateur. J'ai travaillé avec des centaines de personnes qui ont supprimé les écrans de leur environnement de sommeil, et les changements sont remarquablement cohérents. Au cours de la première semaine, la plupart déclarent s'endormir plus rapidement et faire des rêves plus vifs et plus significatifs. Au cours de la deuxième semaine, ils remarquent une plus grande clarté mentale le matin et moins d'anxiété tout au long de la journée. Au cours de la troisième semaine, beaucoup décrivent un changement fondamental dans leur relation avec leurs propres pensées, moins de bruit mental, plus de calme intérieur et une plus grande capacité à accéder à leur intuition. Sarah, responsable marketing, m'a dit que retirer son téléphone portable de sa table de nuit avait complètement transformé ses matinées. Au lieu de consulter immédiatement ses emails et les réseaux sociaux, elle s'est réveillée avec ses propres pensées et priorités intactes. J'ai réalisé que je commençais chaque journée en remplissant mon esprit des horaires des autres avant même de savoir ce que je voulais, a-t-il déclaré. Maintenant, je me réveille en me sentant moi-même. La différence entre l'utilisation consciente et inconsciente des écrans est la différence entre utiliser un outil et être utilisé par lui. Un engagement conscient avec les écrans signifie définir des intentions claires, choisir délibérément le contenu et rester conscient de la manière dont le contenu affecte votre état émotionnel et mental. La consommation inconsciente est ce qui se produit lorsque vous décrochez votre téléphone portable, juste pour une minute, et qu'une heure plus tard, vous vous retrouvez épuisé, agité ou vide. Faites ce test simple, observez ce que vous ressentez après différents types de contenus numériques. Remarquez la qualité de vos pensées, votre niveau d'énergie et votre état émotionnel. La plupart des gens trouvent que certains contenus les laissent dispersés et réactifs, tandis que d'autres contenus renforcent leur clarté et leur concentration. Cette prise de conscience est la première étape pour sauver votre esprit de ce que les textes anciens appelaient la programmation basée sur l'image. Ce soir, essayez ceci, retirez tous les écrans de votre chambre et remarquez ce qui arrive à la qualité de votre sommeil, de vos rêves et de votre état mental le matin. Votre conscience vous remerciera d'avoir créé un espace où elle pourra enfin se tourner vers l'intérieur au lieu de rechercher tout le temps des stimuli externes. Les textes anciens ne mettaient pas en garde contre un concept spirituel abstrait, ils décrivaient les mêmes vulnérabilités psychologiques que la technologie moderne exploite avec une précision sans précédent. Comprendre comment les écrans détournent votre conscience est la première étape pour les utiliser comme outil plutôt que de leur permettre de vous utiliser. Avant de permettre à tout stimulus extérieur de vous atteindre. Fermez les yeux pendant quelques secondes et sentez le poids de votre corps reposer sur la surface sur laquelle vous vous trouvez. Remarquez la respiration qui va et vient, sans forcer, sans juger, observez simplement. Ce simple acte d'ancrage de l'attention dans le présent est l'antidote à la fragmentation décrite dans les textes anciens. Lorsque vous commencez votre journée ou toute interaction avec un miroir ou un écran déjà dans un état de conscience unifié, ces déclencheurs perdent une partie de leur pouvoir. Ils cessent d'être des portails de dispersion et deviennent des outils neutres que vous pouvez utiliser intentionnellement plutôt que d'être utilisés par eux. Les textes gnostiques ne proposaient pas une évasion du monde, mais une manière de s'y retrouver avec clarté.
Ils ont reconnu que ces points d'accès de miroir, écran, conversation même superficielle ne sont pas mauvais en soi. Le problème surgit lorsque nous leur permettons de dicter le rythme de notre attention. Imaginez un musicien qui, au lieu de diriger la mélodie, laisse chaque note l'entraîner dans une direction différente. Le résultat est une cacophonie, pas de la musique. De même, lorsque votre conscience est constamment retirée, vous perdez la capacité de composer votre propre vie. Les anciens appelaient cela perte de souveraineté intérieure, un état dans lequel vous passez du statut d'auteur de vos expériences à celui de spectateur réactif de ce qui est projeté sur vous. La science moderne offre des indices précieux sur la manière de retrouver cette souveraineté. Des études sur la neuroplasticité montrent que le cerveau se réorganise en fonction des schémas d'attention que nous cultivons. Si vous passez des heures dans des états d'attention partielle, votre cerveau devient plus efficace pour être distrait. Les connexions neuronales associées à une concentration profonde s'affaiblissent, tandis que les réseaux liés à la recherche de nouveautés et à la réactivité émotionnelle se renforcent. C'est comme si votre cerveau était un jardin, si vous arrosez seulement les mauvaises herbes de la distraction, elles envahiront l'espace. Mais si vous dirigez intentionnellement votre attention, les plantes que vous souhaitez cultiver aux concentrations, clarté, résilience commencent à fleurir. L'une des stratégies les plus efficaces pour inverser ce processus est ce que les chercheurs appellent les micro-pratiques de pleine conscience. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures, mais d'insérer de petits moments de présence tout au long de la journée. Avant d'ouvrir une application, par exemple, faites une pause de 3 secondes et demandez « Qu'est-ce que je cherche ici ?» Cette simple interruption crée un espace entre le stimulus et la réponse, vous permettant de choisir consciemment de vous engager ou non. Il en va de même pour les miroirs. Au lieu de les approcher en pilote automatique, arrêtez-vous un instant et remarquez « Suis-je ici pour me voir ou pour me juger ?» Cette question n'a pas besoin de réponse, le simple fait de la poser interrompt le cycle de fragmentation. Les textes anciens soulignaient également l'importance de l'environnement. Ils ont décrit comment certains espaces exemples de stimulation excessive, avec de la lumière naturelle, du silence ou des sons organiques facilitent le maintien d'une conscience unifiée. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agit pas de mysticisme, mais de biologie. La lumière du soleil régule le rythme circadien, qui à son tour influence la production de neurotransmetteurs liés à l'humeur et à la cognition. Le silence, en revanche, permet au cerveau de traiter les informations de manière plus intégrée, sans la surcharge sensorielle qui conduit à la fragmentation. Même la présence de plantes ou d'éléments naturels a un effet mesurable, des études montrent que les environnements végétalisés réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmentent la capacité de concentration. Mais la leçon la plus puissante des textes gnostiques est peut-être l'idée selon laquelle la conscience unifiée n'est pas un état permanent à atteindre, mais une pratique continue. Il comparait l'esprit à un lac, quand la surface est agitée, on ne voit pas le fond. Mais lorsque les vagues se calment, ne serait-ce que pour un instant, la clarté apparaît. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les vagues après tout, la vie est mouvement mais d'apprendre à ne pas s'y perdre. Chaque fois que vous remarquez que votre attention est fragmentée et que vous la ramenez au présent, vous renforcez votre muscle de conscience. C'est comme l'entraînement, plus on pratique, plus cela devient naturel. Et voici le paradoxe fascinant, plus vous cultivez la conscience unifiée, plus vous devenez sensible au moment où elle se perd. Vous commencez à remarquer, par exemple, à quel point certains types de contenus sur les réseaux sociaux vous laissent vide ou irrité, même si vous ne pouvez pas immédiatement identifier pourquoi. Ou comment l'habitude de se regarder dans le miroir plusieurs fois par jour ne vous fait pas vous sentir plus en sécurité, mais plus dépendant d'une validation externe. Ces signes subtils sont comme des boussoles internes, vous indiquant là où votre attention est attirée. Les anciens appelaient cela, discernement, la capacité de distinguer ce qui nourrit votre conscience de ce qui l'épuise. La bonne nouvelle est que cette sensibilité peut être entraînée. Commencez par observer, sans jugement, ce que vous ressentez après des interactions avec des miroirs et des écrans. Notez mentalement, après 20 minutes sur mon téléphone portable, je me sens plus anxieux, ou, me regarder dans le miroir avant de sortir me fait me sentir plus en insécurité. Ces observations ne visent pas à créer de la culpabilité, mais à créer une prise de conscience. Au fil du temps, vous développerez une sorte de système immunitaire psychologique, une capacité à reconnaître et à neutraliser les déclencheurs de fragmentation avant qu'ils ne vous submergent. Les textes gnostiques terminaient leurs avertissements par une promesse, celui qui apprend à naviguer dans ces points d'accès sans s'y perdre préserve non seulement sa souveraineté intérieure, mais accède également à une forme de connaissance plus profonde. Non pas la connaissance qui vient de l'extérieur des algorithmes, des opinions des autres,
des normes de beauté mais celle qui surgit lorsque l'esprit est suffisamment calme pour écouter sa propre sagesse. C'est le type de connaissance qui ne peut être transmise par des mots, mais seulement par l'expérience. Et c'est peut-être pour cela que, des milliers d'années plus tard, ces idées restent si pertinentes, parce qu'elles ne parlent pas de dogme, mais de quelque chose que nous pouvons tous vérifier par nous-mêmes. Faites juste attention. Manipulation subtile de la conscience. Et cette protection ne se limite pas au sommeil. Cela s'étend à tous les moments où votre esprit oscille entre l'état d'éveil et les seuils de perception comme au réveil, à la somnolence ou même lors de ces moments de distraction où l'attention est dispersée. Ce que les textes nordiques appellent la « division de l'éveil » n'est pas seulement un phénomène nocturne. C'est un schéma qui se répète chaque fois que nous permettons à notre conscience de se fragmenter entre l'observateur et l'observé. Imaginez, par exemple, la sensation de se regarder dans le miroir de la salle de bain le matin. Vous ne vous contentez pas de vérifier votre apparence, vous négociez inconsciemment avec une version projetée de vous-même. Suis-je présentable? Comment les autres me verront-ils? Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'on attend de moi? Ces questions, même si elles ne sont pas formulées avec des mots, créent une fissure dans votre perception. Vous cessez d'être un être intégré et devenez spectateur de vous-même et c'est un terrain fertile pour l'influence extérieure. La solution n'est pas d'éliminer les miroirs de votre vie, mais de transformer votre relation avec eux. Au lieu de les utiliser comme outils d'auto-jugement, traitez-les comme des instruments fonctionnels. Lorsque vous avez besoin de vous préparer, faites-le avec toute votre attention, observez les détails pratiques et l'alignement de vos vêtements, le nettoyage de votre visage, votre coiffure et, dès que vous avez terminé, partez. Ne laissez pas le reflet devenir le miroir de votre insécurité. Si vous remarquez que cela prend plus de temps que nécessaire, demandez-vous, suis-je ici pour me préparer ou pour m'évaluer? Cette simple pause peut interrompre le cycle de fragmentation. Le même principe s'applique aux autres objets qui reflètent passivement votre image. Les écrans de téléphone portable, les surfaces polies des meubles et même les flaques d'eau les jours de pluie peuvent agir comme des miroirs involontaires, captant votre attention et divisant votre conscience. La différence réside dans l'intention. Lorsque vous regardez un écran et que vous vous perdez dans des comparaisons ou des autocritiques, vous alimentez la division. Lorsque vous utilisez le même écran pour envoyer un message ou rechercher des informations, vous agissez de manière unifiée. La clé est de reconnaître ces moments et de rediriger votre attention vers l'intérieur. Une pratique utile est ce que j'appelle la respiration de retour. Chaque fois que vous sentez votre esprit vagabonder, que ce soit à cause d'un réflexe, d'une notification ou d'une pensée intrusive, arrêtez le flux pendant 3 secondes. Inspirez profondément, en sentant l'air remplir vos poumons, et expirez avec l'intention d'ancrer votre conscience dans le présent. Il ne s'agit pas de réprimer la distraction, mais de la reconnaître et de ramener doucement votre attention au centre. Au fil du temps, ce geste devient automatique, comme un antidote naturel à la fragmentation. Les avantages de cette approche vont au-delà de la clarté mentale. Lorsque vous arrêtez de vous diviser entre être et observer, vous récupérez de l'énergie qui était auparavant gaspillée dans les cycles d'autocritique et de validation externe. Cette énergie se transforme en présence, la capacité d'être pleinement là où vous êtes, sans avoir constamment besoin de vous surveiller. C'est comme si une voix intérieure, auparavant occupée à se demander « Qui suis-je ?», se taisait pour laisser place à une simple certitude « Je suis ». Et voici le paradoxe, moins vous cherchez à vous définir par des réflexes, plus votre identité se solidifie. Non pas parce qu'il devient rigide, mais parce qu'il cesse de dépendre de confirmations extérieures. Vous commencez à reconnaître votre essence non pas par ce que vous voyez dans le miroir, mais par ce que vous ressentez lorsque vous fermez les yeux et écoutez. C'est dans cet espace de silence que se construit la véritable immunité, non pas comme une armure, mais comme une ouverture sur ce qui est déjà en vous. Des stimuli externes de toute nature. Vous savez ce que les textes anciens comprenaient déjà et ce que nous venons de redécouvrir, le moment le plus vulnérable à la manipulation de la conscience n'est pas lorsque vous interagissez activement avec des écrans, mais plutôt dans ces états crépusculaires dans lesquels vos défenses mentales sont naturellement diminuées. 7 heures avant le coucher, lorsque le cerveau passe des ondes bêta aux états alpha et θ, crée une porte ouverte contre laquelle les écrits gnostiques mettent en garde avec précision. Voici ce que j'ai observé en travaillant avec des centaines de personnes qui ont mis en œuvre ces pratiques, le changement le plus transformateur que vous puissiez apporter est d'établir cette heure sacrée avant le coucher comme une période totalement sans écran. Il ne suffit pas de baisser la luminosité de votre téléphone portable ou d'activer le mode nuit, c'est une déconnexion totale. Durant cette période de transition, votre conscience fonctionne comme une éponge, absorbant et intégrant tout ce qui a été exposé tout au long de la journée.
Lorsque ces informations arrivent à travers les fréquences lumineuses artificielles et les champs électromagnétiques des écrans, elles créent ce que les textes appellent des fragments dans votre perception. J'ai appris cela à mes dépens au cours de mon propre processus d'éveil. Pendant des années, je m'endormais en faisant défiler les fils d'actualité ou en regardant des vidéos, en me demandant pourquoi mon sommeil était agité et mes rêves chaotiques. Au moment où j'ai retiré tous les écrans de la chambre et je dis bien tout, la télévision, le chargement des téléphones portables, même les réveils numériques, la qualité de mon repos s'est complètement transformée. En 3 nuits, ma capacité à me souvenir des rêves s'est considérablement améliorée. En une semaine, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas connue depuis l'enfance. Laissez-moi anticiper les objections que votre esprit soulève probablement. J'ai besoin du téléphone portable pour le réveil. Acheter une montre analogique. Oui, celui avec des mains et une cloche. Cela coûte 20 reais dans n'importe quelle friperie. J'utilise mon téléphone portable pour me détendre avec des podcasts ou des vidéos. C'est exactement le problème. Vous avez entraîné votre système nerveux à s'appuyer sur des stimuli externes pour passer au repos. Cette dépendance est précisément ce qu'exploite l'influence iconique. La télévision dans la chambre est peut-être le portail le plus insidieux de tous. Pensez-y, vous êtes allongé à l'horizontale, votre corps se prépare naturellement aux états réparateurs du sommeil, et soudain vous inondez votre cortex visuel d'images qui se succèdent rapidement et votre système auditif de bandes sonores conçu pour retenir votre attention. Vous programmez littéralement votre subconscient dans sa phase la plus réceptive. Les textes gnostiques décrivaient cela comme « nourrir les parasites pendant que l'autre dort ». Créer des barrières physiques devient crucial car la volonté seule ne suffit pas lorsque l'on est émotionnellement secoué ou mentalement épuisé. Chargez votre téléphone portable dans une autre pièce. Pas sur la table de nuit. Pas dans la salle de bain attenante à la chambre. De l'autre côté de la maison. Ce seul changement élimine le geste inconscient consistant à chercher à se distraire dans les moments d'anxiété ou d'agitation à 3 heures du matin. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de la dépendance aux écrans, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment du contenu consommé. Il s'agit d'éviter les rythmes naturels de la conscience elle-même. Lorsque vous vous ennuyez, au lieu de laisser ce sentiment se transformer en créativité ou en introspection, vous recherchez une stimulation. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, au lieu de respirer et de comprendre ce qu'elle essaie de vous dire, vous faites défiler l'écran à la recherche de distraction. Lorsque vous vous sentez seul, au lieu de vous connecter à la profonde solitude qui pourrait réellement vous nourrir, vous vous tournez vers la connexion artificielle des médias sociaux. La différence entre la consommation consciente et le défilement inconscient est épouvantable. La consommation consciente signifie que vous décidez des informations dont vous avez besoin, que vous les recherchez intentionnellement et que vous vous déconnectez lorsque vous les trouvez. Le défilement inconscient est réactif, vous répondez aux déclencheurs émotionnels en attirant votre attention sur des algorithmes conçus pour vous maintenir engagé, quel que soit votre bien-être réel. Faites attention au moment où vous décrochez votre téléphone portable. Vous remarquerez des modèles. Le stress au travail entraîne des heures de navigation sans but sur YouTube. Les tensions dans les relations déclenchent des spirales de comparaison sur Instagram. L'anxiété financière vous entraîne dans des trous d'informations qui amplifient vos peurs au lieu de vous offrir des informations utiles. Ce sont exactement les moments où votre conscience est la plus vulnérable à ce que les textes anciens appelaient « se nourrir des archives ». Le cycle de l'information représente un système de manipulation particulièrement sophistiqué. Il est conçu pour déclencher vos instincts de survie grâce à un contenu basé sur la peur, fragmentant votre attention et vous maintenant dans un état chronique d'anxiété de faible niveau. Lorsque vous consommez des informations à des moments émotionnellement vulnérables juste après le réveil, avant de vous coucher ou pendant des périodes de stress, vous programmez en fait votre système nerveux pour qu'il reste en mode combat ou fuite. Les réseaux sociaux, dans ces moments de vulnérabilité, créent ce que j'appelle un « empoisonnement de comparaison ». Lorsque vous ne vous sentez pas sûr de votre vie et que vous parcourez des flux remplis de moments soigneusement sélectionnés de la vie d'autres personnes, vous ne vous contentez pas de consommer du contenu, vous renforcez activement les circuits neuronaux d'inadéquation et recherchez une validation externe. Alors, que faites-vous dans ces moments où vous vous tourneriez normalement vers un écran? Tout d'abord, arrêtez-vous et identifiez ce que vous ressentez, l'ennui, l'anxiété, la solitude, l'accablement. Demandez-vous alors de quoi cette émotion a réellement besoin. L'ennui appelle souvent à l'expression créative ou au mouvement physique. L'anxiété a généralement besoin d'espace pour respirer et s'enraciner. La solitude peut nécessiter une véritable connexion humaine ou une solitude significative. Overwhelm appelle souvent à la simplification et à la priorisation.
Pour un divertissement qui ne fragmente pas votre attention, redécouvrez les plaisirs analogiques, lisez des livres physiques, où vos yeux parcourent le texte à une vitesse naturelle, écoutez de la musique sans stimuli visuel, permettant à votre imagination de créer vos propres images. Engagez-vous dans des conversations où vous êtes vraiment présent, plutôt que d'écouter à moitié tout en vérifiant les notifications. La mise en œuvre de ces changements évite progressivement le choc sur le système nerveux qui accompagne le retrait soudain des stimuli. Commencez par des salles sans écran. Profitez de la première semaine pour remarquer à quelle fréquence vous recherchez instinctivement des appareils qui ne sont plus là. Ne jugez pas ces impulsions, observez-les simplement. En faisant cela, vous prendrez conscience de schémas auparavant inconscients. Au cours de la deuxième semaine, étendez la zone sans écran à votre routine matinale. Ne vérifiez rien dans la première heure après le réveil. Au lieu de cela, bougez votre corps, buvez de l'eau, sortez prendre l'air ou asseyez-vous tranquillement. Remarquez à quel point votre énergie est différente lorsqu'elle provient de l'intérieur plutôt que de réagir à des stimuli externes. Le retrait d'une stimulation constante peut être inconfortable au début. Votre esprit peut se sentir agité, voire paniqué, lorsqu'il ne traite pas constamment de nouvelles informations. C'est en fait un signe positif, vous prenez conscience de la dépendance de votre système nerveux aux stimuli externes pour fonctionner. La vérité contenue dans les enseignements, au lieu de simplement absorber passivement les informations. Ce qui se passe lorsque vous retrouvez cette souveraineté intérieure, c'est que votre perception du monde se transforme. Les choses cessent d'être de simples stimuli à traiter et deviennent des expériences à vivre. Vous réalisez, par exemple, que vous n'avez plus besoin d'un miroir pour savoir ce que vous ressentez, votre corps et votre esprit le communiquent directement, sans intermédiaire. La même clarté s'applique à vos décisions, vous ne recherchez plus l'approbation extérieure pour valider vos choix, car vous faites confiance à la sagesse qui émerge de l'intérieur. Cet état de cohérence interne affecte également votre rapport au temps. Sans fragmentation constante, les minutes cessent d'être remplies de distractions et commencent à être vécues avec présence. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir contre la montre, car votre esprit n'est plus entraîné par des stimuli externes. Le temps retrouve sa qualité naturelle, certains instants s'allongent, permettant de plonger profondément dans une conversation ou une tâche, tandis que d'autres s'écoulent avec légèreté, sans le sentiment d'urgence artificielle créé par les notifications. Un autre changement subtil mais profond est la façon dont vous vous rapportez au silence. Avant, le silence pouvait sembler vide, quelque chose qui devait être rempli de musique, de podcasts ou de défilements sans fin sur les réseaux sociaux. Désormais, il se révèle comme un espace fertile, où les idées émergent spontanément et où l'esprit trouve son rythme naturel. Vous commencez à réaliser que le silence n'est pas une absence, mais plutôt le fondement sur lequel est construite toute expérience consciente. Cette transformation ne se produit pas d'un seul coup, mais par étapes. Tout d'abord, vous remarquez l'absence de ce qui vous distrayait autrefois. Il réalise alors ce qui remplit cet espace vide, sa propre présence. Et enfin, reconnaissez que cette présence n'est pas quelque chose que vous devez créer, mais quelque chose qui a toujours été là, simplement masqué par l'agitation extérieure. C'est comme si, en supprimant les couches d'interférence, vous vous redécouvrez, non pas comme un ensemble de réactions et d'habitudes, mais comme une conscience vivante et autonome. Le plus intéressant est que ce changement ne nécessite pas d'abandonner le monde moderne. Au contraire, cela vous permet d'y naviguer avec plus de discernement. Vous pouvez utiliser la technologie lorsqu'elle sert un objectif clair sans en devenir l'esclave. Vous pouvez vous regarder dans un miroir lorsque cela est nécessaire, sans que cela devienne un réflexe automatique d'autocritique ou de validation. La différence réside dans l'intention, désormais, vous choisissez quand et comment vous engager, au lieu de vous laisser entraîner par des schémas inconscients. Cette liberté intérieure se reflète également dans la manière dont vous faites face aux défis. Lorsque des difficultés surviennent, vous ne réagissez pas immédiatement avec anxiété ou frustration, mais vous faites une pause pour ressentir ce qui se passe en vous. Cette pause vous permet de réagir d'une manière plus conforme à votre vraie nature, plutôt que d'agir par impulsion ou par conditionnement. C'est comme si, en retrouvant votre centre, vous obteniez une boussole interne qui vous guide même dans les situations les plus turbulentes. Et voici le point crucial, cette transformation n'est pas un luxe, mais une nécessité pour ceux qui cherchent à vivre de manière authentique. Nous vivons à une époque où l'attention fragmentée est devenue la norme, et beaucoup ne réalisent même pas qu'ils opèrent dans un état de distraction constante. En rétablissant la cohérence interne, vous n'améliorez pas seulement votre qualité de vie, vous récupérez votre capacité à vivre pleinement, plutôt que de simplement exister dans le bruit. Le processus peut exiger de la discipline au début, d'autant plus que la culture environnante renforce exactement le contraire.
Mais avec le temps, la pratique devient naturelle, comme la respiration. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de ne pas vous regarder dans un miroir, vous n'en ressentez tout simplement plus le besoin. Vous n'avez pas besoin de lutter contre l'envie de vérifier votre téléphone portable, la curiosité superficielle perd de sa force face à la richesse de l'expérience interne. Et à mesure que cette cohérence s'approfondit, quelque chose d'encore plus surprenant se produit, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Une plus grande intelligence opère à travers vous, une sagesse qui transcende la pensée rationnelle et se manifeste par l'intuition, la créativité et une véritable connexion avec les autres. Les textes anciens appelaient cela « l'éveil du cœur », la capacité de ressentir l'unité qui sous-tend toute expérience. Ce réveil n'est pas un événement dramatique, mais un changement progressif de perspective. Vous arrêtez de voir le monde comme un lieu de séparation et commencez à reconnaître les liens subtils qui unissent toutes choses. Et, dans cette reconnaissance, la vie devient plus légère, plus significative et, surtout, plus vôtre. Distinguez la vérité de la manipulation. Les anciens gnostiques avaient déjà compris quelque chose que les neurosciences modernes commencent maintenant à confirmer, la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais circule à travers lui. Lorsque ce flux est constamment interrompu par la fragmentation et les interférences extérieures, le développement spirituel devient presque impossible. Cependant, lorsque nous créons les bonnes conditions, lorsque nous protégeons notre conscience de la dispersion, ce flux naturel peut se rétablir. Fondamentalement, il s'agit de reprendre le contrôle de votre propre attention. Nous vivons dans un monde où des industries valant des milliards de dollars existent dans le seul but de capter et de diriger l'attention humaine. Dans ce contexte, choisir où placer notre conscience devient un acte révolutionnaire. Chaque instant où nous ne nous regardons pas dans le miroir pour une validation, chaque instant où nous ne parcourons pas les flux numériques pour une stimulation, est un moment où la conscience peut revenir à son état naturel, la clarté intérieure et la sagesse innée. Les bénéfices s'accumulent avec le temps. Il commence par un sommeil plus profond et une réactivité réduite, progresse vers de véritables idées spirituelles, une inspiration créative et une paix intérieure inébranlable. Vous commencez à faire davantage confiance à vos propres perceptions et jugements, au lieu de rechercher constamment une confirmation externe. Développez ce que les textes anciens appelaient « des yeux pour voir et des oreilles pour entendre », la capacité de percevoir la vérité directement, sans accepter ce qu'on vous dit de croire. Ces petits changements dans l'environnement comme retirer les miroirs des espaces de repos ou établir des heures sacrées sans écran peuvent sembler insignifiants comparés à l'ampleur de la manipulation de la conscience à laquelle nous sommes exposés. Mais n'oubliez pas, les transformations les plus profondes commencent presque toujours par des actions minimales et cohérentes. En fermant ces portes dans votre propre espace, vous ne faites pas que vous protéger, démontre qu'une autre façon de vivre est possible.